C'est l'homme le plus puissant d'Israël. Cela fait plus de 15 ans au total que Benyamin Netanyahou gouverne l'État hébreu. La société israélienne est suffisamment folle pour le maintenir. Bourreau des Palestiniens, I, the Prime Minister of Israel, care more about Palestinians than their own leaders do. mais aussi bourreau des Israéliens. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin a été assassiné ce soir à Tel Aviv. Ce qu'il faut comprendre, et Netanyahou et sa coalition doivent comprendre qu'il n'aura jamais une solution militaire à la question palestinienne. Netanyahou a une vision qui est extrêmement binaire des choses. אנחנו בני האור, הם בני החושך, והאור ינצח את החושך. Netanyahou n'est pas quelqu'un qui souhaite véritablement, c'est évident, mais œuvrer pour le bien commun et la vérité. C'est quelqu'un qui est un pur manipulateur politique et intellectuel et il est prêt à tout pour faire asseoir son opinion. Depuis sa plus tendre enfance, il n'a qu'un rêve, voir ressurgir l'ancien royaume d'Israël. Pour cela, il est prêt à tout. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jews. Maître dans l'art de la survie politique, il n'a pas hésité à s'associer avec les religieux les plus extrémistes pour se maintenir au pouvoir. Netanyahou et ses ministres d'extrême droite ne sont pas intéressés à la paix telle qu'elle est décrite dans le livre d'Isaïe. Ils ne sont pas intéressés à une forme de coexistence pacifique avec les Palestiniens. Découvrez l'homme qui incarne l'extrême droitisation de la société israélienne. Il y a une blague très rigolote en Israël qui dit « Comment sait-on quand Netanyahou ment ? C'est quand ses lèvres bougent. » Dès la fin des années 70, alors qu'il réside aux États-Unis, Benyamin Netanyahou s'oppose déjà à toute création d'un État palestinien. Do the Palestinians have a right to a separate state? Well, I think that no, I don't think they do. But Jordan is a Palestinian state. So what we're talking about is a demand for a 22nd Arab state and a second Palestinian state. Une doctrine et une conviction politique qu'il tient de son père, Benzion Netanyahou, admirateur des régimes autoritaires, notamment de Mussolini et du fascisme. On le voit ici, âgé de 100 ans, lors d'un reportage consacré à sa gloire. Je m'appelle Sylvain Sipel, je suis journaliste. J'ai été à Courrier International que j'ai dirigé et puis j'ai été près de 20 ans au Monde également. Le père de Netanyahou, c'est un fasciste sincère. La proposition fasciste, elle lui convenait tout à fait. Quand le fascisme émerge dans les années 20, il adhère totalement au fond politique, idéologique du fascisme. Il éduque ses enfants dans cette pensée-là. Et ça ne l'abandonnera jamais. C'est un homme qui, après la naissance d'Israël, est parti d'Israël parce qu'il détestait les sionistes socialistes, car il n'y avait rien de plus détestable au monde que le socialisme. Son père était un membre donc précisément de la fraction ultranationaliste du sionisme. Ce qui caractérise la droite nationaliste sioniste, c'est qu'à aucun moment, ils n'ont accepté l'idée du partage. La grande Palestine devait être pour eux et seulement pour eux. C'est ça l'éducation de Netanyahou. Il est dans ce bain-là. Et il est dans ce bain-là depuis sa prime enfance, en réalité. Donc, si vous demandez d'où il vient, ben voilà, il vient de ça. Et il va le conforter au fil de sa vie et de sa carrière politique. Le 27 juin 1976, un événement va accélérer la stratégie politique de Benyamin Netanyahou.
un vol Air France contenant des Israéliens est détourné par des membres du Front populaire de libération de la Palestine. Son frère aîné, Yonatan, qui participe à la libération des otages, meurt dans l'opération 1 mois plus tard. Netanyahou et son père vont alors fonder un institut qui porte son nom, le Yonatan Institute. Leur but, ôter toute possibilité de revendication politique aux actes terroristes. Les définir uniquement comme une arme dont la seule revendication serait de détruire Israël et l'Occident. C'est-à-dire que ce qui était une arme utilisée par des mouvements qui vont de l'anarchisme jusqu'à l'extrême droite à travers l'histoire, en passant par les mouvements nationalistes, etc., cessait d'être un instrument pour devenir une théorie. Le stigmate terroriste devenait le stigmate définitif, que ce soit pour la haine du juif, ou la haine de la démocratie, ou la haine de... peu importe. Mais quand on était qualifié de terroriste, à ce moment-là, on perdait toute légitimité. Du point de vue israélien, le terroriste, c'est quiconque est hostile à la politique israélienne. C'est évidemment les Palestiniens qui luttent pour récupérer leurs terres, ou au moins pour créer un État à eux, mais les terroristes, ce sont très naturellement et vont être traités de terroristes ou de suppôts du terrorisme, de tout ce que vous voudrez, ceux qui ne suivent pas cette idée parce que le terrorisme est une seule et même catégorie. C'est un peu comme si on disait au final que le Front de libération nationale algérien, l'Irish Republican Army ou encore le Front de libération de la Palestine n'avaient pas d'aspirations politiques différentes et que leur seul but était de détruire ce que Netanyahou appelle le monde civilisé. C'est une catégorie sans caractéristiques politiques autres que celle d'être terroriste. Ça, c'est l'Institut Yonatan qu'il avait fondé avec son père, qui sont les premiers à avoir fait campagne. Et leur impact et leur influence sur les néoconservateurs américains a été très importante. C'est ainsi que Mandela, leader de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, va être qualifié de terroriste par les Américains dans les années 80. Et quand survient le 11 septembre, un important politicien israélien a dit que le 11 septembre, c'était le Hanouka d'Israël. Il n'y avait pas de fête aussi belle que ça. C'est-à-dire que là, Israël avait fait la démonstration que le terrorisme est devenu l'incarnation du mal. On est terroriste, on est EST, on est NAIT. On est comme ça. This is a regime that has something to hide from the civilized world. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Je suis Thomas Vescovi, chercheur indépendant, spécialiste d'Israël et des territoires palestiniens occupés. On a là, si tu veux, toute une espèce de mantra qui va se mettre en place progressivement et qui va permettre de faire intérioriser aux jeunes Israéliens le fait que quand ils vont faire l'armée, ils ne doivent pas se poser de questions sur la justesse ou non de la cause. Ils font l'armée parce qu'ils sont l'avant-garde d'une lutte occidentale contre le terrorisme. Le Palestinien qu'ils vont avoir face à lui, c'est pas quelqu'un qui peut se soulever demain pour sa liberté, c'est quelqu'un qui vous en veut parce que vous êtes Israël et vous êtes même juif. C'est extrêmement puissant comme mentalité, et c'est puissant parce que du 11 septembre 2001 au 13 novembre 2015 en France, les Israéliens vont avoir l'idée qu'en fait, eh bien voilà, les Occidentaux font face au même mal que nous. C'est-à-dire que, un petit peu comme Sharon l'avait dit à l'époque, Arafat, c'est notre Ben Laden. C'est-à-dire qu'en gros, les Palestiniens, en fait, c'est faux. C'est pas un mouvement de libération qu'ils ont en tête, c'est surtout un mouvement terroriste qui veulent nous détruire et nous anéantir. Dès que les gens se sont révoltés, on les a traités de terroristes, évidemment. Et tout ça a été fait pour garder la maîtrise des territoires. On expliquait par mille motifs, y compris par des motifs sécuritaires. Mais la raison fondamentale, c'est qu'on voulait garder des territoires. En 1993, un processus de paix est engagé entre Yitzhak Rabin, premier ministre israélien issu de la gauche travailliste, et Yasser Arafat, président de l'autorité palestinienne. Ce sont les accords d'Oslo.
Hala Abou Hassira, je suis l'ambassadrice de la Palestine en France. Je me souviens très bien ce jour-là, le jour de la signature des accords d'Oslo. J'avais 17 ans, à peu près, 17 ans. Et j'avais commencé à avoir une conscience politique, une conscience de problèmes politiques, de la question de peuple palestinien, de l'occupation israélienne. Bien sûr, après 7 ans d'une intifada, de enfin pouvoir concrétiser la paix, concrétiser un État palestinien indépendant et souverain et concrétiser une coexistence entre les deux peuples, le peuple israélien et le peuple palestinien. C'était un vrai moment d'espoir pour tout le monde. Beaucoup doutaient ce processus, mais beaucoup espéraient que ce processus enfin permettrait à la concrétisation de la paix, d'une paix durable et compréhensive dans la région, non seulement en Israël et la Palestine. On a choisi le rêve, de rêver, parce que je me suis dit personnellement qu'on a autant souffert pendant des décennies de cette occupation de la Nakba palestinienne et on avait droit enfin à rêver de cette paix, à rêver de notre liberté et à la faire concrétiser. Pour moi, c'était ça en ce moment-là. Face à Rabin, Netanyahou, alors chef du Likoud, parti nationaliste très à droite, s'associe aux colons pour s'opposer aux accords d'Oslo. של איש הדמים ערפאת. אני אומר כאן לממשלת ישראל שמתרפסת בפני האיש הזה. אני אומר לה בשם הציבור הגדול הזה. אנחנו כאן כי לעולם לא ניתן לחלק מחדש את ירושלים. C'est quelqu'un qui avait été ambassadeur à l'ONU pour Israël depuis 1984, qui avait pris la tête du Likoud depuis à peu près le début des années 90 et qui est en Israël l'un des fers de lance de la contestation contre Yitzhak Rabin dans des manifestations qui sont extrêmement violentes et virulentes de la droite qui expliquent que Rabin est en train de faire un accord avec des terroristes, avec des gens antisémites avec qui on doit avoir confiance, Arafat notamment. Et c'est également un courant politique qui va véritablement fracturer le champ israélien de la société israélienne, c'est-à-dire en diabolisant Rabin, en le caricaturant avec un kéfier, en officier SS. Donc vraiment, on crée un climat de tension permanent. Netanyahou avait un slogan qui était à la fois un slogan antidémocratique et un slogan raciste. C'est-à-dire qu'il disait dans sa campagne contre Rabin, pour refuser l'accord d'Oslo, qu'il considérait comme une trahison, c'est-à-dire que l'accord d'Oslo était supposé mener à la chose qui était la pire aux yeux de Netanyahou, c'est-à-dire l'existence d'un État palestinien à côté d'Israël. Et de ce point de vue-là, Netanyahou disait « Rabin a une majorité au Parlement, mais il n'a pas une majorité juive. » Et il y a deux choses qu'il faut dire, c'est que quand on dit ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'en fait, les voix des non-juifs au Parlement, il y a 20%, à peu près 20% de Palestiniens en Israël, il ne faut pas les prendre en compte. Et dans les 80% qui restent, Rabin n'a pas une majorité. Mais ça, en même temps, ça veut dire qu'il y a des citoyens qui n'ont pas les mêmes droits. Ça veut dire qu'il y a des gens qui comptent et ceux qui ne comptent pas. Les juifs comptent, pas les autres. Or, l'État, la citoyenneté est supposée être égale pour tous. Ce climat de tension mène à l'élimination, l'assassinat d'Yitzhak Rabin le 5 novembre 1995. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin a été assassiné ce soir à Tel Aviv. Nous étions en train de raccompagner le Premier ministre à sa voiture et un type a surgi, a tiré 3 balles sur lui, il est blessé. Atteint à la poitrine et à l'abdomen, Yitzhak Rabin est décédé 1 heure plus tard sur la table d'opération. Et cette élimination
devait signer quelque part même la fin de la carrière politique de Netanyahou, parce que sa grande idée qui est que le terrorisme qui nous menace est un terrorisme arabe, palestinien, s'effondre quand l'assassin de Rabin est un extrémiste juif. Quelques minutes après l'attentat, l'assassin vient d'être maîtrisé. C'est l'homme à la chemise bleue plaqué contre le mur par les policiers. Il s'agit d'un Israélien de 27 ans, étudiant en droit dans une université religieuse. Ce terroriste-là a aussi été armé intellectuellement par les manifestations dont Netanyahou était à la tête. Mais à la surprise générale, quelques mois plus tard et malgré le traumatisme de la mort de Rabin, Netanyahou l'emporte de justesse avec 50,4% des voix. C'est entouré par la foule que Benyamin Netanyahou s'est rendu ce soir devant le mur des lamentations. Sa première prière de Premier ministre, comme Menahem Begin en 1981. Un geste symbolique à l'égard des partis religieux qui l'ont soutenu et qui vont entrer au gouvernement. Et là, quelque part, il y a un basculement où on a le sentiment que c'est fini, la paix n'est plus possible du tout. Et donc, il faut voter pour la droite qui, elle, va nous amener vers une sécurité et surtout une solution militaire forte contre des gens qui veulent nous détruire. Il y a deux idées maîtresses. C'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'État palestinien. C'est ça le plus grand danger qui nous menace. Si les Palestiniens ont un État, alors c'est notre fin. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut s'emparer de la terre. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais petit à petit, nous parviendrons à nous emparer de la totalité de la Grande Palestine. De son refus des accords d'Oslo, à son premier mandat entre 1996 à 1999, puis à son retour en 2009 où il ne va quasiment plus quitter le pouvoir jusqu'à aujourd'hui, Netanyahou a compris que le mouvement nationaliste qu'il représente avait tout intérêt à s'associer aux sionistes religieux d'extrême droite pour garder le pouvoir. Les sionistes religieux d'extrême droite n'ont qu'un but, hâter la venue du Messie, symbole de la paix sur terre et de la reconnaissance de Dieu. Pour ce faire, selon une théorie mise en place par le rabbin Kook, grand rabbin d'Israël de Palestine dans les années 20 et 30, les Juifs du monde entier doivent reconquérir l'ancienne Terre Sainte. Je m'appelle Émile Ackerman, je suis rabbin de la communauté orthodoxe moderne à Ayeka que j'ai cofondée avec mon épouse rabbinite Myriam Ackerman-Sommer à Paris. Il faut savoir que depuis moins 586, qui est la destruction du premier temple de Jérusalem, les prophètes puis les rabbins qui leur ont succédé ont convoqué de manière extrêmement régulière l'idée de la venue du Messie et de la fin de l'oppression. Une des révolutions entre guillemets du rabbin Kook, c'est qu'il inclut non pas juste les juifs religieux, mais le peuple juif dans son ensemble en disant ce qui est très important, c'est le travail de la terre, c'est faire vivre l'État d'Israël et chacun a son rôle à jouer, les religieux et les non-religieux. Et donc en ces termes, il a développé une forme de théologie très inclusive et c'est aussi pour ça qu'il a rencontré un franc succès. Et est-ce que justement ce sionisme religieux qui prône ce retour du Messie, est-ce que ça doit se faire au détriment par exemple d'un autre peuple qui sont les Palestiniens, par la colonisation, par l'expropriation, par une certaine violence aussi qui est menée à leur encontre justement dans cette colonisation? Est-ce que ça c'est quelque chose pour vous qui est admis ou pas? Toutes leurs religions ont leurs rabbins et leur théologie violente, fondamentaliste, justement, ont leurs personnes et leurs instituts qui vont réinterpréter les textes de manière violente pour pouvoir justifier de certaines politiques ou de certaines visions du monde qui peuvent être des visions du monde, à mes yeux, très néfastes. Et la religion juive n'y fait pas du tout exception. Malheureusement, ceux qui font le plus de bruit aujourd'hui sont les sionistes religieux de droite et d'extrême droite. Et donc, eux aussi ont leurs rabbins qui vont réinterpréter les textes pour justifier une forme de violence. Et dans ces cadres-là, les appels à la paix sont toujours les appels à la paix du vainqueur. C'est-à-dire, une fois qu'on se sera débarrassé de nos ennemis, alors on aura enfin la paix. Et c'est ça la paix messianique dans lequel les gens, les rabbins parlent. La droite
nationaliste sait que de toute façon, elle ne rendra pas les territoires palestiniens dans le cadre d'un État palestinien, et donc il faut trouver une justification idéologique à cette occupation, cette colonisation qui va durer dans le temps et dans laquelle il ne souhaite pas revenir en arrière. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va progressivement, et notamment ça, on le voit bien à partir des années 2000, à mon avis, on va commencer en fait à expliquer non plus par le droit, parce que Netanyahou estime que le droit international est quelque chose de piégeux, où il sera toujours détourné pour être à notre désavantage à nous en tant qu'Israéliens. On va le justifier par des grandes valeurs, que ça soit la Bible, que ça soit des idées religieuses. Et pour ça, forcément, on va mettre qui en avant? Eh bien, les religieux israéliens, les partis ultra-orthodoxes, etc. et d'autres. Et à l'inverse, eh bien, on va donner à ces ultra-orthodoxes-là l'opportunité, en retour, du coup, de pouvoir avoir la main sur différentes questions sociétales en Israël, les questions du mariage, les questions de l'accès ou non à la citoyenneté israélienne. Et ça va permettre de faire une espèce d'alliance, de fusion qui, jusqu'à aujourd'hui, est extrêmement puissante idéologiquement. Aujourd'hui, dans l'offensive israélienne lancée sur Gaza, Netanyahou n'hésite pas à la justifier en invoquant les textes sacrés, quitte à tronquer leur message. נגשים את נבואת ישעיהו. לא יישמע עוד חמס בארצך, שוד ושבר בגבולייך, וקראת ישועה חומותייך, ושערייך תהילה. יחד נילחם, יחד ננצח. Netanyahou a invoqué donc le livre d'Isaïe, le chapitre 60 d'Isaïe, pour un mot qui est dans ce verset-là, donc au verset 18, puisque c'est un jeu de mots. Il y a écrit, donc je vous le lis en français et ensuite en hébreu, « On n'entendra plus de cris de violence dans ton pays, il n'y aura plus dans tes frontières ni destruction ni calamité, tes murailles tu les appelleras sauvegarde et les portes de tes cités tu pourras t'en glorifier. » Mais en hébreu, on nous dit « Lo ishama od Hamas ». Donc à mes yeux, la première raison pour laquelle il a convoqué ce verset, c'est simplement l'écho, il n'y aura plus dans tes portes de Hamas, donc c'est-à-dire l'éradication du Hamas, qui représente aussi l'archétype de la violence, puisque en hébreu, Hamas veut dire violence. Donc c'est la première raison pour laquelle il l'a convoqué, c'est de dire je vais enfin réaliser cette prophétie en faisant une interprétation à sa sauce, en disant vous voyez bien que le Hamas est personnifié, la personnification du mal et de la violence, c'est effectivement le Hamas qu'on a devant nous, et donc le but, c'est de l'éradiquer totalement. En tant que rabbin, vous en pensez quoi que Netanyahou il invoque cela, il en fait un peu sa propre interprétation, qu'il l'utilise à des fins politiques. C'est dérangeant ou pas du tout? Chaque juif va lire les textes et va essayer de l'interpréter et de trouver écho à ce qu'il vit au quotidien, et il va convoquer les textes bibliques puisque c'est aussi à ça qu'ils servent. Après, le convoquer en conférence de presse pour justifier une guerre, c'est assez cocasse étant donné que Isaïe est aussi un des livres que les rabbins et que les chercheurs appellent le livre de la révolution prophétique. C'est un livre de révolution morale où justement Isaïe est un prophète qui va énormément insister sur la fin de la violence, sur la fin de la violence entre les hommes et sur l'idéal qui est un idéal sans guerre, et aussi sur le fait que les personnes qui se disent très religieuses, très pratiquantes, si elles ne sont pas capables de mener une vie éthique au niveau personnel, eh bien Dieu leur dit que tous leurs rituels religieux ne valent rien. Et ça, c'est quelque chose, c'est les passages que les Juifs lisent le plus dans Isaïe, ce sont ces passages-là. Ce sont ces passages où Isaïe fait des remontrances aux personnes qui se croient religieuses en leur disant « Vous n'avez rien compris, vous faites des sacrifices, vous allez au temple et vous vous pensez très bien et adorez des yeux de Dieu. » Mais en fait, si vous sortez de là et que vous n'ouvrez pas votre main aux nécessiteux, votre main aux pauvres, que vous vous frappez entre vous, eh bien, Dieu vous dit, vos sacrifices, vos rituels, je les ai en horreur, je les vomis, ce sont des abominations. En 67, lorsque l'armée israélienne s'empare du mur des lamentations, immédiatement, le grand rabbin de l'armée, qui s'appelle le rabbin Goren à l'époque, il sonne le chauffard, la trompette qu'on sonne les jours de fête, etc. Et il déclare qu'il faut raser la mosquée Al-Aqsa et reconstruire le temple. Comment dire? Je ne sais pas s'il y a peut-être 200 personnes en Israël qui disent il a raison, mais les gens disent mais il est dingue. Et donc, à l'époque,
le rabbin apparaît comme un dingo. C'était en 67. On est en 23. Ça va faire 55 ans. 56 même. Eh bien, aujourd'hui, les gens qui disent qu'il faut raser Al-Aqsa, mais ils sont pléthores. Ils ont des écoles rabbiniques dans lesquelles ils enseignent ça. Ils ont des journaux. Ils ont des réseaux. Ils ont des élus à la Knesset. Et maintenant, ils ont des ministres. Ça résume 50 ans, un demi-siècle d'évolution. האחדות חשובה, אהבת ישראל חשובה. המקום הזה, זה המקום הכי חשוב לעם ישראל, שבו אנחנו צריכים לחזור ולהראות את המשילות שלנו. De la fin des années 70 à 2009, Netanyahou a donc tout mis en place pour asseoir sa domination politique et idéologique. Désormais, plus rien ne peut l'arrêter. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jews. Cette loi, pour moi, c'est l'institutionnalisation de l'apartheid. Il faut qu'on garde le Hamas. Le Hamas, pour nous, c'est une occasion formidable. On a intérêt à ce que le Hamas garde la suprématie sur Gaza et le pouvoir à Gaza. We were asked by the Americans if we could talk to Hamas to make them participate in the election which happened in Palestine. ואני אכן גאה על כך שמנעתי את הקמתה של מדינה פלסטינית.